Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour la rétrospective environnementale. Au sommaire, le phénomène de la défécation en plein air s'observe encore dans certaines localités du Togo dû au manque de latrines publiques. Le village de Koutoupa dans la région des Plateaux en est un exemple. Un appel d'urgence est lancé au gouvernement pour corriger le tir. Nous serons au Nigeria pour nous intéresser à l'autoroute Lagos-Calabar. Le coup d'envoi des travaux de construction a été officiellement donné par le président nigérien Bola Tinubu. L'infrastructure va s'étendre sur 700 km pour interconnecter 9 États du pays. Pendant ce temps, Dubaï s'apprête à planter 100 millions d'arbres à mangrove pour lutter contre le changement climatique. Le pays veut passer par cette stratégie pour protéger son littoral. Voilà pour les titres. Merci de vous avoir pour cette édition. Au Togo, le village de Koutoupa dans la région des Plateaux manque de latrines publiques. La situation oblige les habitants à faire leurs besoins à l'air libre. Un appel urgent est lancé au gouvernement pour mettre en place des infrastructures d'assainissement adaptées. Le point avec Irène Papadina. À Koutoupa, petit village situé à 17 km d'Atakpami, la vie des habitants est marquée par une réalité difficile, l'absence de latrines publiques. Cette situation oblige la communauté à déféquer à l'air libre, ce qui pose de graves problèmes de santé, de dignité humaine et de pollution de l'environnement. La nécessité de construire des infrastructures d'assainissement se fait de plus en plus pressante. L'absence de latrines publiques à Koutoupa n'est pas seulement une question d'hygiène, elle peut également nuire à la dignité et à la sécurité individuelle, en particulier pour les jeunes filles et les femmes. Les autorités locales et les organisations non gouvernementales doivent se mobiliser pour fournir au village des infrastructures d'assainissement de base. La construction de latrines publiques ne résoudrait pas seulement les problèmes sanitaires, mais améliorerait également la qualité de vie de toute la communauté. Il est crucial que des mesures soient prises rapidement pour répondre à ce besoin fondamental. Les solutions existent et doivent être mises en œuvre dans un délai pour permettre aux habitants de Koutoupa de vivre dans des conditions dignes et saines pour un bien-être environnemental. Pour finir, avec l'année 2030 en ligne de mire, les gouvernements ouest-africains doivent redoubler d'efforts, d'actions et de priorités pour garantir un accès à l'eau potable et à un assainissement durable pour leur population. Le 1er juin est célébré sur toute l'étendue du territoire la campagne nationale de reboisement au Togo. À cette occasion, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a tenu une conférence de presse le 30 mai dernier à Amakpapé, une localité située à 70 km au nord de Lomé. La rencontre a permis d'annoncer les couleurs de cette nouvelle campagne. Reportage signé Vivas Amana avec les images de Emeka Gache. C'est le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Foulibazi, qui a donné le ton de la nouvelle campagne nationale de reboisement. C'est au cœur de la forêt Yaya, située dans la localité d'Amakpapé, à plus de 70 km au nord de Lomé. En face des hommes et femmes de médias et des personnes aux ressources, le ministre a présenté les grands défis de la campagne de reboisement qui s'annonce et qui importe beaucoup aux plus hautes autorités du pays. 1er juin, on dit, c'est la journée de l'arbre. Et cette idée qui est dans la tête de tous les Togolais émane de ce grand homme, le père de la nation, son Excellence Feu Général Eyadema, qui avait estimé qu'on ne peut rien faire si on ne met pas l'environnement au cœur de nos préoccupations. Mais avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, qui est un grand amoureux de la nature, il avait estimé qu'il faut sortir de la logique de la journée de l'arbre pour entrer dans la logique de la campagne de reboisement.
Et la campagne de reboisement, il ne s'agit pas d'un seul jour. Il s'agit de toute l'année, à partir des premières pluies jusqu'à la fin des pluies. Le ministre de l'Environnement a profité de l'occasion pour encourager et féliciter les différents acteurs qui se démarquent dans l'atteinte des objectifs du gouvernement en matière de reboisement. Nous avons estimé qu'il faut honorer ceux qui font de bonnes choses. Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on s'intéresse aux initiatives privées. Et nous avons pris comme exemple ce qui a été fait par notre frère que nous appelons ici Yaya et dont pratiquement la forêt porte le nom. Très émus par la reconnaissance des dirigeants du pays, les meilleurs reboiseurs ont témoigné leur gratitude et exprimé leur motivation. Très, très content même. Pourquoi? Parce que vous voyez, et puis il me semble que la nature aussi paie. Dans ce domaine, la nature paie. J'avais de la passion pour l'arbre. J'aimais beaucoup les arbres. Mais comme j'aimais les arbres, je faisais la sylviculture. C'est-à-dire que là où je cultive le maïs, il y a les arbres. En saluant le rôle important des médias, le ministre de l'Environnement a une fois de plus invité les populations, les acteurs publics et privés à s'engager activement dans la campagne nationale de reboisement qui débute officiellement le 1er juin. Rappelons que l'ambition décennale du chef de l'État togolais et de son gouvernement est de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Le personnel de la Green TV International et la commune Golfe 5 ont effectué une activité de reboisement le long de la rue Fraternité d'Agbalepedogan. Cette initiative marque le 3e anniversaire de la télévision célébré le 5 juin et la journée internationale de reboisement qui se tient le 1er juin. Léon Sabo. Dans le cadre de la célébration de ces 3 ans d'existence et en prélude à la journée nationale de reboisement qui se tient le 1er juin de chaque année au Togo, la Green TV International a initié une activité de reboisement ce vendredi 24 mai 2024. Effectuée le long de la rue de la Fraternité à Lomé, cette opération de reboisement s'est déroulée avec le soutien de la mairie de la commune Golfe 5. Elle est marquée par la présence du maire de la dite commune qui a donné le ton à la mise en terre des plans. Il démontre ainsi son engagement à accompagner les jeunes dans le programme de lutte contre la pollution à travers le reboisement. Le Togo, notre pays, a une tradition. Il y a 47 ans, il s'agit de planter des arbres. Et le mois de juin qui arrive à grands pas, le 1er juin, nous aurons à planter au Togo. Et c'est avec joie que nous venons de voir Green TV International qui a initié ce projet pour réveiller les consciences, pour nous dire que le 1er juin arrive et que nous devons nous préparer dans la commune. Et dans tout le Togo, il s'agit de nous rappeler à chacun et à chacune que le 1er juin arrive et que nous devons chacun chercher déjà des plans pour planter le 1er juin. Les plantes attirent la pluie et lorsqu'il pleut, nous avons de bonnes récoltes. Et donc, planter de l'arbre est une très bonne chose. Et cela aide également à empêcher aussi la pollution de l'air. Et c'est notre devoir de le faire en tant que citoyens togolais, citoyens de la commune Golfe 5. Cette voie qui a été choisie n'est pas un fait du hasard. Le nom, c'est la fraternité. Toutes les maisons, tous les ménages, tous ceux qui sont sur cette voie ont un appel citoyen à s'engager dans cette opération. Et surtout que nous avons devant nous une école.
Le personnel de la chaîne a ensuite fait de même pour rappeler la détermination de l'institution à sensibiliser par des actions concrètes la population, surtout les jeunes, sur les effets négatifs du changement climatique. Aujourd'hui, la Green TV International a initié une activité de reboisement avec la commune GOV5. Nous avons fait appel au maire, il a accepté et aujourd'hui il était présent parmi nous, il a planté parmi nous et cette activité nous l'avons fait en prélude du 1er juin, la journée nationale de l'arbre, également pour les 3 ans d'existence de votre chaîne environnementale, de notre chaîne à tous, la Green TV International. Vous savez, la journée nationale de l'arbre qui est le 1er juin n'est pas seulement la journée qui est dédiée pour planter les arbres. Planter les arbres aujourd'hui peut sauver des vies et notre génération future également. Nous sommes une chaîne environnementale. Bien évidemment que nous devons lutter ensemble contre le réchauffement climatique. Et c'est pour cela que nous faisons ces activités pour mettre en terre des plans, pour sauver notre planète contre le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre et autres pollutions qui nous gangrènent chaque jour. Une première activité pour la Green TV International pour marquer les 3 ans d'existence. Bien évidemment, nous avons d'autres activités qui vont venir et qui seront bientôt publiées sur nos différentes pages et sur notre chaîne également. Et nous invitons la population, quand nous allons lancer les appels pour nous accompagner dans ces activités, de venir très massivement nous accompagner. Ça peut sauver. Au total, 92 jeunes pousses, notamment des Iroquois et des Sinométras, ont été plantés de part et d'autre de la rue de la Fraternité à Lomé. Cette journée marque le début d'une série d'activités envisagées par la Green TV visant à lutter pour un environnement sain. La gestion des déchets dans les écoles de Lomé connaît une autre évolution grâce à l'initiative Z-Eco de l'ONG Jeunes Verts. Par des interventions réussies dans certains établissements de la capitale, l'organisation tente de faire des élèves des acteurs du changement. Voyons cela avec Irène Papadine. Pour la phase pilote du projet Z-Eco, les activités ont débuté au CEG et au lycée Beklikame, ainsi qu'au CEG Agbalpédogan, sous l'égide de l'ONG Jeunes Verts. Les clubs environnement créés dans chaque école participent activement à des sessions éducatives où ils apprennent les bases du tri des déchets. Des équipements tels que des poubelles, des pelles, des roues et des gants ont été distribués dans le but de permettre aux élèves de mettre en pratique les connaissances acquises. Selon Esso Bedessi, directeur exécutif de l'ONG Jeunes Verts, l'objectif principal de ces interventions est de transformer les comportements des citoyens et d'établir des pratiques durables au sein des écoles afin que chaque élève devienne un ambassadeur de l'environnement. La vision à long terme de l'initiative Z-Eco inclut l'élimination des dépotoirs sauvages dans les établissements scolaires et la mise en place de jardins potagers nourris par du compost bio produit par les élèves eux-mêmes à partir des déchets biodégradables. Cette approche intégrée transforme non seulement les écoles en espaces plus propres et plus verts, mais enseigne également des compétences pratiques et durables aux élèves. Avec le soutien des partenaires influents comme la GAIA et la NEP Fagio, Z-Eco est sur la voie de redéfinir la gestion des déchets dans les écoles de Lomé. Cette initiative exemplaire montre comment l'éducation et la collaboration peuvent mener à des résultats tangibles et durables pour l'environnement. Toujours dans le contexte de la gestion des déchets, après sa visite à la décharge de Mbebus dans une banlieue de Dakar, le ministre sénégalais de l'urbanisme et des collectivités territoriales a constaté les défis et enjeux liés à la gestion des déchets dans cette zone critique. L'autorité a donc décidé de créer des unités de transformation des déchets en engrais pour l'agriculture. Les détails avec Irène Papadine. Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et du développement, Moussa Bala Fofana, a effectué vendredi dernier une visite de travail à la décharge de Mbebus, située en périphérie de Dakar.
Cette décharge reste une exploitation traditionnelle qui accueille plus de 3000 récupérateurs qui travaillent quotidiennement dans des conditions précaires. À cette occasion, le ministre a annoncé la mise en place des unités de traitement des déchets techniques et mécaniques. Ce dernier s'est aussi préoccupé de la problématique de 12% de décaissement sur 3 ans pour une enveloppe de 206 milliards de francs CFA dont bénéficie le projet de la Société nationale de gestion des déchets. Autre préoccupation du ministre, ce sont les conditions de travail de récupération notamment des hommes et des femmes dans cette décharge de Mbebus, mais également le travail des enfants. Moussa Bala Fofana a affiché sa ferme volonté de mettre un terme à la présence des enfants sur la décharge. Pour rappel, la décharge de Mbebus se trouve actuellement sur un lac qui reçoit la plupart des déchets de la région de Dakar. Initialement, sa superficie était d'environ 54 hectares. Mais de 2008 à 2021, la décharge s'est étendue jusqu'à atteindre 130 hectares. Le président nigérien Bola Tinubu a donné un coup d'envoi officiel pour la construction de l'autoroute Lagos-Calabar. D'un coût global de 13 milliards de dollars, l'infrastructure s'étend sur 700 km de long et permettra de connecter 9 États du pays. Les images. Le Nigeria, comme plusieurs autres pays africains, tente de rattraper son retard en matière d'infrastructures routières, de plus en plus dévoilées par la poussée démographique. En effet, les travaux de construction du projet d'autoroute côtière devant relier Lagos, la capitale économique de l'État fédéral, et l'État de Calabar dans le sud-est du pays ont été lancés par le gouvernement. Longue de 700 km, le premier coup de pioche de ce projet d'envergure a été donné le 26 mai dernier par le président de la République, Bola Tinubu, à Lagos pour un coût global de réalisation de 13 milliards de dollars. Ce projet entre dans le cadre d'un programme gouvernemental prévoyant des investissements massifs pour la construction et la réhabilitation de plusieurs axes routiers à travers tous les États du pays. L'autoroute partira de Lagos au sud-ouest du pays et va traverser 9 États pour atteindre sa destination de Calabar dans le sud-est. Elle interconnectera notamment Lagos, le port en eau profonde de Lekki, Ogun, Ondo, Delta, Bayelsa, Rivers et Akwa Ibom, a précisé le ministre des Travaux publics David Omaï. Elle sera également conçue pour être à 2 voies avec 5 couloirs de circulation de chaque côté et d'une voie ferrée au milieu, a-t-il ajouté. Les travaux seront assurés par la société Hightech Construction Company Limited, l'un des principaux entrepreneurs en bâtiment et en génie civil au Nigeria. Bien qu'étant l'une des premières économies africaines, le Nigeria figure toujours parmi les pays au réseau routier les moins denses du continent. D'après un rapport de la Banque mondiale, les infrastructures existantes souffrent d'un gros défaut d'entretien qui affecte leur viabilité. Il s'agira donc d'un projet de connectivité qui va révolutionner les échanges commerciaux en impactant l'économie du pays, faciliter le transport des personnes entre les 2 mégapoles au Nigeria et renforcerait la force économique unique de chaque zone. Suite à un déséquilibre financier dans le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire, le gouvernement a majoré de 10% le prix de l'électricité dans le pays. Les consommateurs se plaignent de cette hausse. Irène Papadina nous en dit plus. Depuis le début de l'année 2024, le prix de l'électricité a connu une hausse de 10% qui a fait passer le prix moyen de vente de 79 francs CFA le kilowattheure à 87 francs CFA le kilowattheure. Cet ajustement a été revu suite à un déséquilibre financier dans le secteur de l'électricité, le manque d'énergie fossile et renouvelable qui permettent d'alimenter les consommateurs grâce à un réseau de transport et de distribution. Mise en application depuis le 1er janvier 2024, les consommateurs se plaignent de cette hausse.
Il est à noter que cet ajustement reste l'un des plus faibles de la sous-région, où le prix moyen se situe entre 101 francs CFA le kilowattheure et 132 francs CFA le kilowattheure. Selon les experts, cette situation met à mal la vie des citoyens ivoiriens. Pour le gouvernement, le défi du secteur de l'électricité à l'horizon 2030 porte sur l'accroissement de la capacité de production installée pour atteindre 5000 MW avec un taux d'énergie renouvelable de 45% contre 34,5% actuellement. Pour y parvenir, Abidjan mise avant tout sur l'énergie hydraulique. En 2017, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a inauguré en grande pompe le barrage de Soubré d'une capacité de 275 MW. Le 30 juin prochain, ce sera au tour de la petite ville de Glibro-Popoli de recevoir la visite du président pour la mise en service d'un nouveau barrage qui devrait générer 102 MW. En 2030, selon les prévisions de l'État ivoirien, les centrales hydroélectriques représenteront plus d'un quart de la production d'énergie raccordée au réseau du pays. Toutes ces initiatives permettront à la population ivoirienne d'avoir accès à l'électricité à moindre coût pour un développement plus durable. Direction les Émirats arabes unis à présent, Dubaï envisage de planter 100 millions d'arbres à mangrove sur son littoral afin de lutter contre le changement climatique. Il a présenté à cet effet un projet intitulé Dubaï Mangrove. C'est le plus grand projet de régénération côtière au monde qui consiste à reboiser 72 km de côte avec des palétuviers et autres arbres à mangrove. Suivant. Le leader du développement durable aux Émirats arabes unis a récemment dévoilé un nouveau projet pour lutter contre les réchauffements climatiques. Baptisé Dubaï Mangrove, c'est un projet de l'opération de régénération côtière le plus important au monde qui consiste à planter 100 millions de palétuviers sur un tronçon de 70 km du littoral de l'Émirat. Selon les responsables du projet, la zone devrait absorber pas moins de 1,2 million de tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent des rejets de 260 000 voitures à essence. Il s'agit de lutter contre les effets du changement climatique grâce à la capacité naturelle des mangroves à atténuer l'élévation du niveau de la mer en créant progressivement une zone tampon entre la mer et la terre et à leur capacité à éliminer directement le dioxyde de carbone de l'atmosphère, a déclaré Barash Bagherian, urbaniste et fondateur de la société DURB. Actuellement, 6 différentes zones sont à l'étude pour accueillir le projet Mangrove, notamment les plages de l'archipel des Dubai Islands, celle de Jumeirah ou encore celle de Jebel Ali. Selon les promoteurs, le projet devrait s'achever à l'horizon 2040. Outre les effets espérés en termes de lutte contre le réchauffement climatique, la société DURB prévoit la création de 10 000 emplois tout en protégeant la biodiversité marine. De plus, le tronçon devrait comporter 93 km de pistes cyclables. Par ailleurs, le projet inclura différentes technologies de pointe, dont des outils d'intelligence artificielle et des drones, notamment dans le cadre de la surveillance des mangroves. Dans le reste de l'actualité, lors de la 3e convention annuelle qui s'est tenue à Accra, au Ghana, les résultats d'un sondage révélateur ont été publiés par le réseau des journalistes africains spécialisés dans le développement durable et le changement climatique. Cette enquête a permis de mettre en lumière les défis financiers auxquels sont confrontés les journalistes couvrant les questions environnementales à travers le continent. Alexandra Adekambi pour plus de précisions.
Parmi les 150 jeunes interrogés, une tendance préoccupante émerge. Plus de 74,7% indiquent avoir abandonné ou réduit la couverture des sujets environnementaux en raison du manque de moyens financiers. Ces chiffres révèlent une crise pressante dans le secteur journalistique africain, mettant en évidence les défis persistants auxquels sont confrontés ceux qui cherchent à rapporter sur des questions cruciales telles que le changement climatique, la pollution et la durabilité. L'étude montre que 85,3% des journalistes estiment ne pas disposer de moyens suffisants pour exercer leur métier correctement. Parmi les principales raisons évoquées, la pandémie de Covid-19, le déclin économique et l'absence de publicité figurent en tête de liste. De plus, 82,7% des répondants ont fait état de difficultés financières au cours des 3 dernières années, citant des raisons telles que l'inflation, les loyers élevés et la rareté des publicités. Les résultats de ce sondage réalisé par le réseau des journalistes africains spécialisés sur le développement durable et le changement climatique soulignent l'urgence d'une action concertée pour soutenir les journalistes environnementaux en Afrique. Alors que la crise climatique s'intensifie, il est impératif de garantir que ces voix continuent à informer et à sensibiliser le public sur les enjeux environnementaux critiques auxquels le continent est confronté. La présentation de ce sondage intervient dans le cadre de la 3e convention annuelle des médias africains CMA qui s'est tenue du 15 au 17 mai 2024 à Accra au Ghana. La CMA a été lancée en 2021 par l'Est Africa Editor Forum, le bureau de liaison de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO auprès de l'Union africaine UA, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies UNECA et le bureau national de l'UNESCO à Dar es Salaam en Tanzanie. En outre, près de la moitié des journalistes reconnaissent un manque de préparation intellectuelle pour aborder les questions environnementales, soulignant le besoin crucial de formation spécialisée dans ce domaine. De plus, près de 2/3 des répondants ont été témoins d'une violation de la liberté de la presse au cours des 3 dernières années, illustrant les risques inhérents à la couverture de sujets sensibles. Malgré ces défis, une lueur d'espoir émerge. Plus d'un quart des journalistes constatent un intérêt croissant du public pour les questions environnementales. Dans le même temps, près de tiers identifient une demande croissante de sujets tels que le changement climatique, le développement durable et la biodiversité. La CMA est devenue un forum essentiel pour faire progresser la liberté des médias, l'innovation et la durabilité sur le continent africain. Cet événement s'inspire de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque année le 3 mai. Une journée mondiale qui a donné le ton cette année aux journalistes environnementalistes via le thème « Une presse pour la planète, le journalisme face à la crise environnementale ». Pour finir, Total Energy est de nouveau poursuivi par un collectif d'ONG et des victimes du changement climatique. Le géant français des hydrocarbures est accusé d'homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, abstention de combattre un sinistre et atteinte à la biodiversité. Il a été convoqué le 21 mai dernier auprès du tribunal judiciaire de Paris en France. Les détails avec Alexandra Adekambi. La plainte déposée auprès du tribunal judiciaire de Paris vise le conseil d'administration du pétrogazier français Total Energy, son président-directeur général Patrick Pouyanné et ses actionnaires. Il s'agit entre autres du gestionnaire d'actifs américain BlackRock ou encore de la Banque centrale de Norvège Norges Bank. Ces acteurs majeurs du secteur des hydrocarbures sont traînés au pénal pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, abstention de combattre un sinistre et atteinte à la biodiversité. La plainte est déposée par un collectif d'organisations non gouvernementales formé de Bloom, l'Alliance Santé Planétaire basée à Paris et la mexicaine Nuestro Futuro, mais aussi de 8 victimes de changement climatique de tous les continents. Pour l'heure, Total Energy continue d'ouvrir des puits d'énergie fossile sur le continent africain.
Le géant français des hydrocarbures a récemment donné son accord final pour un investissement de 6 milliards de dollars pour l'exploitation des champs pétroliers de Cameia et de Golfinho, situés à 100 km au large des côtes angolaises. À 1700 mètres de profondeur, Total Energy pompera 70 000 barils de pétrole brut par jour d'ici à 2028. Une décision d'investissement qui confirme la stratégie de Total Energy en faveur de la poursuite de la production des énergies fossiles. Pourtant, les scientifiques ont désormais établi que les catastrophes dites naturelles le sont de moins en moins. L'augmentation de leur intensité et de leur fréquence est une conséquence directe du changement climatique dont les combustibles fossiles sont responsables à 80%, indique le collectif d'ONG et de victimes de la crise climatique. Face à cette situation, nous sommes déterminés à arrêter les criminels climatiques. C'est tout simplement devenu une question de vie ou de mort, déclare Claire Nouvien, la fondatrice et directrice de Bloom. L'ONG prévient par ailleurs que si aucune suite n'est donnée par le procureur de la République d'ici 3 mois, les plaignants ont la possibilité de se constituer partie civile et de saisir un juge d'instruction pour demander l'ouverture d'une information judiciaire. La plainte était déposée à quelques jours de l'Assemblée générale de Total Energy, tenue le 24 mai 2024 à Paris. Cette action en justice était sans doute au menu des discussions entre les actionnaires du groupe pétrolier, qui a réalisé plus de 19 milliards d'euros de bénéfices en 2023, les plus importants de son histoire. C'est la fin de cette édition réalisée par la rédaction de Green TV International. Merci à vous qui nous suivez. Excellent week-end à tous.